7, 23, 2, 10, 0, 8, 2 mètres, 10, 2 mètres, 0, 8, 0, 3, 7, 5, 4. Zigane, Romy, Manouche, ils viennent de nulle part. Communément rejetés par tous, ils cheminent sans cesse. Sans domicile fixe, ils doivent, comme des interdits de séjour, présenter à tout contrôle un carnet anthropométrique qui permet de vérifier leur déplacement. Pourtant, sur 80 000 gitans vivant en France, 70 000 ont choisi une vie sédentaire. Ils se sont fixés là où ils le pouvaient. J'enseigne en classe, d'abord dans une classe d'enfants gitans sédentarisés, et d'autre part, je forme les maîtres aux questions qui sont relatives à la scolarisation des enfants tziganes et voyageurs, par exemple sur l'histoire, la culture et autres questions actuelles qui concernent ce peuple-là. Tant que nos sociétés occidentales se sont contentées de vouloir enseigner à ceux qui voulaient bien apprendre, les éducateurs n'ont guère eu de problème finalement. Les problèmes sont apparus à partir du moment où des éducateurs se sont donnés comme projet d'enseigner à ceux qui ne voulaient pas apprendre, et même parfois à ceux qui les rejetaient violemment parce qu'ils incarnaient autre chose. Ils incarnaient même des choses pour lesquelles ils avaient la haine, comme disent les jeunes aujourd'hui. Alors bien sûr, il a toujours existé dans les sociétés des poches de résistance où on trouvait un certain nombre de barbares. Alors ces barbares, on les confiait aux curés ou aux anarchistes, mais globalement, on se satisfaisait d'une situation où ceux qui voulaient apprendre apprenaient et où les autres étaient orientés vers la vie active. Aujourd'hui, notre démocratie, et c'est tout à son honneur, se dit qu'il faut aussi enseigner aux barbares. Et là est tout le problème, comment faire en sorte pour enseigner à des élèves qui vous rejettent, à des élèves qui ne veulent pas de vous. C'est la plus jeune des gitans qui vient de naître et elle aussi elle est fière d'être gitan. Il n'y en a pas un d'étranger là. Si, c'est quelque part. Bon, l'école est bien, les maîtres sont bien, ils leur apprennent bien, ils sont patients aussi parce que nos enfants ils sont un peu terribles. Ils aiment la liberté, pour être enfermés dans une classe c'est difficile. C'est vrai que pour les enfants, lorsqu'ils entrent à l'école, ils ne rejettent pas le maître en tant que tel, en tant que personne, mais ce que représente le maître. Le maître fait partie de la société des sédentaires, fait partie de la société majoritaire qui a toujours exclu et rejeté les gitans. Alors les questions que se posent aujourd'hui un certain nombre d'enseignants face aux difficultés considérables qu'ils rencontrent, eh bien c'est des questions que d'autres se sont posées avant eux. Et en particulier un pédagogue qui, à bien des égards, inaugure la modernité éducative, Pestalozzi. Pestalozzi, un homme qui, pour la première fois dans l'histoire, de manière significative, va avoir à se coltiner avec des mômes qui ne veulent pas de lui et va se donner pour objectif de les instruire. John Heinrich Pestalozzi naît en Suisse en 1746. Il s'imprègne des idées des Lumières, de l'humanisme de la Révolution française. C'est surtout un très grand lecteur de Rousseau et du livre le plus célèbre de Rousseau, l'Émile. L'Émile, utopie éducative, à laquelle Pestalozzi voudra toute sa vie, comme il dit, donner des mains. En 1798, l'armée du Directoire a saccagé la ville de Stans, violé les femmes, tué beaucoup d'hommes, laissé beaucoup d'orphelins. Comme toutes les guerres, celle de Stans laisse dans son sillage des hordes de mômes abandonnés, d'orphelins déboussolés, couverts de gales, dit Pestalozzi, au point de pouvoir à peine marcher. Beaucoup d'entre eux avaient le crâne entamé. La plupart étaient vêtus de haillons, pleins de vermine, souvent amaigris. C'étaient des squelettes décharnés, jeunes, grimaçants, les yeux emplis de crainte, le front ridé par la méfiance et le souci. Pestalozzi est appelé à ce moment-là pour venir à Stans, y ouvrir un orphelinat.
et recueillir les orphelins abandonnés. Pestalozzi est pourtant un sympathisant de la Révolution française, un sympathisant du Directoire. C'est un homme détesté par ceux et celles qu'il va venir enseigner, qu'il va venir éduquer. Être une créature de cet ordre qu'ils exècrent, comme dit Pestalozzi, c'est pas facile. C'est pas facile et au début, l'homme se dit simplement qu'il va ne pas avoir peur. Vivre avec eux le plus simplement possible, essayer de les apprivoiser lentement, essayer de gagner leur confiance. Ce sera long, compliqué, difficile, des enfants s'en vont, des parents font pression sur lui. On va faire comme on fait d'habitude quand on travaille ensemble sur le livre. D'abord la classe. Les enfants ont un petit peu peur de l'école pour ce qu'elle représente d'étrangers. Les parents ont cette peur aussi. Et c'est vrai une des premières choses à faire, c'est d'établir la confiance entre les enfants, les parents et puis le personnel enseignant. C'est pas une chose qui se fait tout de suite. Ce qui change peut-être dans cette école, c'est que l'instituteur on lui fait pas d'emblée confiance peut-être. La confiance, elle se gagne, je pense, petit à petit en étant vraiment au plus proche des enfants, au plus près des parents aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à venir au contact des parents à l'entrée et à la sortie de l'école. Ça se fait pas les gitans, ça me gêne pas, non. Tant qu'ils nous apprennent à lire, c'est bien. On aime bien l'école de Marie, on aime bien Guillaume, on aime bien Marie parce qu'ils sont avec nous, ils sont pas racistes. Ils sont pas racistes parce qu'il y a des gens quand on va à la piscine comme ça, ils nous regardent de mauvais œil. Puis là on est bien parce que c'est vraiment à côté de chez nous, on est tous ensemble, il y a que des gitans, il n'y a pas de français. Si l'on veut la réussite des enfants à l'école, et si on veut apprivoiser les enfants, il faut d'abord physiquement aller dans les familles. Il faut toujours savoir que les parents sont toujours très heureux de recevoir celui ou celle qui a en charge son enfant. Et ensuite, montrer à l'enfant que l'on connaît sa culture. Et quand on connaît sa culture, il est beaucoup plus à l'aise. Et on lui dit à ce moment-là, d'une certaine manière, eh bien tu vois, je t'accueille comme tu es. Et je vais t'aimer comme tu es. Je ne vais pas t'imposer de vivre à la gadji. Ce n'est pas normal. Mais petit à petit, moi je vais t'emmener, si tu veux faire quelques pas sur la route de la lecture et de l'écriture, je vais t'emmener vers une culture dite scolaire. Tu dors sur le toboggan depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on dort sur le... Un des phénomènes les plus étonnants de l'aventure de Pestalozzi à Stans, c'est que pour résoudre les problèmes auxquels il était confronté, pour faire face à cette situation tragique, difficile, plus que difficile même, Pestalozzi va s'appuyer essentiellement sur ce que nous appellerions aujourd'hui l'hétérogénéité de ses élèves. C'est parce qu'il a une multiplicité de talents en face de lui, parce qu'il a des enfants d'âge différents, parce qu'il a des gens qui peuvent investir dans des domaines où ils sont déjà particulièrement compétents, qui va créer une véritable société éducative. Au lieu de créer une classe, c'est toute une société qu'il construit. Et il conclut sa lettre de Stans en faisant part des deux expériences principales qu'il a faites et qui lui paraissent importantes à transmettre. Deux des expériences que j'ai faites sont très importantes pour comprendre les principes de ma pédagogie. La première est qu'il est possible et facile d'enseigner en même temps et de mener très loin un très grand nombre d'enfants, même et surtout d'âges très disparates. La seconde est que cette foule d'enfants peut être instruite en beaucoup de choses en même temps qu'ils travaillent et parce qu'ils travaillent. En même temps qu'ils travaillent et parce qu'ils travaillent. Créer grâce à la diversité des enfants une véritable société éducative, tel est l'enjeu de l'expérience de Stans. Tous les enfants ici ont fait un dessin sur les métiers. Celui-ci, tu peux nous dire, Rachel, ce que tu as fait? Marcher. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait? Écrit. Pour attirer les gens.
Voilà. Il crie pour attirer les gens. Et qu'est-ce qu'il dit? Allez, différent. Les tissus. Voilà, très bien. Merci. Jérémy, viens. Parle fort. Mon père qui travaille. Ton père qui travaille, qu'est-ce qu'il fait? La cuisine? Non, alors explique-nous. Qu'est-ce qu'il fait là, papa? Il fait du boulot. C'est quoi le boulot? Est-ce qu'il fait les marchés, ton papa, là? Non. Qu'est-ce qu'il fait, papa? La ferraille. En classe, il va falloir respecter le groupe. On marche tous ensemble. On ne sépare pas les grands et les petits. On essaie d'apprivoiser toute la classe. Les grands vont aider les petits. Les petits, n'ayez pas peur de me demander, mais de demander aussi à votre cousin, à votre cousine, puisqu'ils sont pratiquement tous cousins et cousines. Donc on travaille tous ensemble et je te prends comme tu es avec ta culture. Souvenons-nous qu'à l'époque, il y avait déjà des rangs et que le maître ne travaillait qu'avec un seul élève à la fois. C'est bien autre chose que la classe de Pestalozzi. Regardons-la d'une manière un peu plus précise. Ici, on voit bien que Pestalozzi ne parle pas. Approchons-nous, nous voyons qu'il montre à des jeunes filles, une planche d'architecture. Nous sommes en 1798, des filles du peuple, debout dans une classe, qui travaillent sur des questions traditionnellement dévolues aux hommes et aux nantis. Et qui plus est, ces jeunes filles ne se contentent pas de recevoir un enseignement, mais elles interrogent et elles discutent. Et Pestalozzi, regardons-le, tout en enseignant d'un côté à ces jeunes filles, il tient la main par ailleurs d'un enfant malade. Il ne peut pas apprendre, mais pourtant il n'est pas exclu de la classe. Il reste présent, objet de tous les soins d'une collectivité à laquelle il aspire à revenir. Il est assez paradoxal de parler d'héritage de Pestalozzi aujourd'hui, parce que Pestalozzi, d'une certaine manière, est très en avance par rapport à ce que nous essayons de faire. Il est très en avance parce qu'il fait partie de ces gens qui ne sont ni résignés, ni fatalistes, qui se demandent, et en y mettant toute leur énergie, comment précisément réussir à éduquer ce que la société a rejeté, et en dépit des sentiments qu'ils éprouvent pour nous, en dépit parfois de la haine qu'ils éprouvent pour nous. Alors c'est cela sans doute qu'il faut retenir d'abord de Pestalozzi. Un jour, lorsque nos temps seront passés, lorsqu'après un demi-siècle, une nouvelle génération nous aura remplacés, lorsque l'Europe sera tellement menacée par la répétition des mêmes fautes, par la misère croissante du peuple et par ses dures conséquences, que tous les appuis sociaux en seront ébranlés, alors peut-être, on accueillera la leçon de mes expériences et les plus éclairés en viendront à comprendre que c'est seulement en anoblissant les hommes qu'on peut mettre des limites à la misère et aux fermentations des peuples, ainsi qu'aux abus du despotisme de la part soit des princes, soit des multitudes. John Heinrich Pestalozzi, fait citoyen d'honneur de la République française en 1792.